Poutine a toujours tenu parole. Si d'autres États attaquent nos pays, alors, conformément aux termes de l'accord, nous nous engageons à ne participer en aucun cas à des processus qui aideraient les agresseurs. Aucune loi internationale ni norme juridique n'autorise des bombardements massifs et l'assassinat de civils innocents. Mais Israël le fait, et ceux qui parlent tant des droits de l'homme et de la démocratie ont montré que leurs paroles ne valent rien. Ce qui s'est passé sous les yeux du monde dans la bande de Gaza est un génocide. Le tribunal pénal international à La Haye a même condamné Israël et ses commandants. Mais les États-Unis et l'Europe continuent de les soutenir, leur permettant de poursuivre leurs crimes. Et lorsqu'ils siègent aux Nations Unies ou dans d'autres organisations internationales, ils parlent de droits de l'homme, de démocratie et de stabilité mondiale. Et lorsque les gens dans la bande de Gaza étaient privés d'accès à l'eau et à la nourriture, ils ont refusé de leur envoyer de l'aide humanitaire. Les États-Unis et l'Europe ont fermé les yeux. Je ne comprends pas comment ils peuvent convaincre le monde que l'Iran est la cause de l'instabilité, alors qu'Israël peut être un garant de la sécurité. Pour sa propre sécurité, Israël tue des femmes et des enfants. Lors de ces bombardements, il a tué environ 14 000 enfants, des écoliers. Est-ce ça, les droits de l'homme? Est-ce ça, leur courage? Maintenant, ils essaient de créer une image différente de la Russie, car les médias sont entre leurs mains. Ils contrôlent également les relations bancaires et internationales. Ils ont un pouvoir considérable pour influencer et changer l'opinion publique. Mais si nous restons unis, si les pays qui aspirent à la liberté et à l'indépendance se tiennent ensemble et s'entraident, l'unipolarité et la tyrannie de l'Occident seront anéanties. Nous sommes contre l'oppression et les crimes. Nous sommes contre les puissances qui pillent la richesse des pays pauvres et leur imposent leur volonté. L'Iran est perçu comme dangereux pour l'Occident parce qu'il résiste à cette domination, cherche à maintenir sa souveraineté et ses intérêts dans la région, et rejette l'ordre mondial unipolaire imposé par les États-Unis et leurs alliés. L'Iran défend une vision alternative du monde, où les pays souverains ont le droit de prendre des décisions indépendantes sans ingérence extérieure pour eux. Nous ne faisons que dire que nous voulons vivre librement. Nous voulons rester libres. Nous ne voulons pas être les jouets de ceux qui, à l'autre bout du monde, veulent que se produise ce qu'ils désirent. Nous pensons que nous pouvons gérer notre pays nous-mêmes. Nous ne cherchons en aucun cas la guerre ni l'effusion de sang. Pas du tout. Cependant, Israël et les États-Unis, ceux qui tuent des civils, disent que nous violons les droits de l'homme. Et ceux qu'ils tuent ici, soudainement, ils deviennent des terroristes. Les réfugiés, les touristes, les femmes, les enfants, les malades, les personnes âgées, tous ceux qui meurent ne sont pas des terroristes. Les amis, Massoud Pezeshkian, président de l'Iran, s'est exprimé récemment dans une interview qui s'inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Alors que les relations internationales se crispent autour de questions comme l'instabilité au Moyen-Orient, les sanctions économiques contre l'Iran et les tensions avec l'Occident, ce discours reflète la posture stratégique et défensive de Téhéran face aux puissances occidentales et à leurs alliés. Dans un monde marqué par les rivalités entre blocs, Pezeshkian a évoqué les alliances renforcées entre l'Iran et la Russie, symbolisées par la signature récente d'un accord stratégique, et a dénoncé l'ingérence de l'Occident, notamment des États-Unis, dans les affaires régionales et mondiales. Parmi les points clés de son interview, Massoud Pezeshkian a souligné l'importance de l'accord stratégique avec la Russie pour renforcer la sécurité et l'économie tout en rejetant l'ingérence occidentale. Il a dénoncé l'hypocrisie des États-Unis et de leurs alliés, notamment leur soutien à Israël qui l'accuse de génocide à Gaza. Il a réitéré que l'Iran n'a jamais cherché à développer d'armes nucléaires et a plaidé pour un ordre mondial multipolaire respectant la souveraineté des nations. Enfin, il a défendu les droits des minorités en Iran, affirmant le respect des religions dans le pays. Massoud Pezeshkian, dans cet entretien, projette une image d'un Iran déterminé à protéger ses intérêts face à une opposition internationale qu'il perçoit comme injuste et manipulatrice. Ces paroles s'inscrivent dans un discours plus large sur la résistance face à l'unipolarité et la lutte pour un nouvel équilibre mondial. Je vous laisse découvrir cet entretien percutant qui en dit long sur les ambitions et les défis de l'Iran sur la scène internationale. L'accord entre la Russie et l'Iran a été signé quelques jours avant le changement d'administration à la Maison-Blanche. Il a été signé au moment où une personne arrivant à la Maison-Blanche ne cache pas sa haine envers l'Iran. Beaucoup pensent naïvement qu'il est possible de proposer un accord à la Russie pour qu'elle abandonne ses alliés. Cependant, la signature de cet accord montre que ni la Russie ni l'Iran n'ont l'intention de renoncer au niveau de confiance mutuelle établi ces dernières années. Quelle est l'importance de cet accord pour l'Iran? Vous avez bien souligné ce point. Il faut tenir compte de l'arrivée de Trump et de la politique qu'ils envisagent de mener dans la région. Les États-Unis aspirent-ils à un monde unipolaire? Ils estiment que le monde entier doit être sous leur contrôle et agir en fonction de leurs objectifs et désirs. Naturellement, la Russie n'accepte pas une telle approche. Il est impensable qu'un pays comme la Russie soit enfermé dans de telles limites.
De même pour l'Iran, lorsque d'autres décident à sa place et qu'il ne fait qu'exécuter des plans élaborés pour lui. L'Iran est une ancienne civilisation, historiquement présente sur la scène internationale. Avec plusieurs milliers d'années d'histoire, si nous avions suivi les directives extérieures, nous aurions changé d'apparence et de politique de nombreuses fois. Mais nous restons fidèles à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons signé un accord stratégique et à long terme avec la Fédération de Russie. Cela montre que Moscou et Téhéran refusent que des forces extérieures définissent le rôle de nos pays. Nous sommes capables de mener une politique indépendante. Et ensemble, nous sommes prêts à développer la sécurité et l'économie dans la région, à y apporter la paix et la stabilité. Nous n'avons pas besoin de l'Occident. La signature de cet accord aujourd'hui l'a montré au monde entier. C'est cette approche que nous défendons. Pour l'économie, il s'agit pratiquement d'une transition complète vers les règlements en monnaie nationale. Oui, le commerce des hydrocarbures, et ne pas soutenir les pays qui agissent de manière agressive contre nous. Mais dans cet accord, s'il y a quelque chose d'autre, sur quoi faut-il se concentrer? Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour vous? De quoi vous êtes-vous mis d'accord avec le président russe? La jeunesse de cet accord se reflète dans ces 3 axes principaux. Il comprend 47 points. Les 12 ou 13 premiers points abordent des sujets liés à la politique et à la sécurité dans tous les domaines où nous pouvons coopérer ensemble. Cela inclut la sécurité dans les relations bilatérales, la sécurité de toute la région, ainsi que les mesures que nous pouvons prendre conjointement pour garantir la paix dans la région. Ensuite, jusqu'au 40e point, les thèmes économiques sont abordés. Il s'agit du développement des connexions ferroviaires et terrestres, du commerce, de l'énergie. En général, tout ce que nous pouvons réaliser dans ces domaines, y compris la manière dont nous devons surveiller la mise en œuvre de ces accords. Nous avons inclus dans cet accord des points concernant divers domaines, notamment la politique, la culture, la sécurité, la science et l'économie. Tout cela se traduira nécessairement en actions concrètes grâce aux efforts des 2 parties. Mais l'Iran peut à tout moment se retrouver sous attaque. Cela pourrait être une frappe conjointe américano-israélienne, sous le drapeau d'Israël seul, ou prétendument sous un drapeau inconnu. Avez-vous convenu des formes de coopération mutuelle en matière de défense? Poutine a toujours tenu parole. Si d'autres États attaquent nos pays, alors, conformément aux termes de l'accord, nous nous engageons à ne participer en aucun cas à des processus qui aideraient les agresseurs. À un niveau macro, nous avons des accords avec la Fédération de Russie. Mais les détails seront déterminés par des processus et des accords futurs. La conception générale est nécessaire pour élaborer par la suite des plans pratiques. Nous voyons bien qu'en ce moment, un coup est porté contre l'Iran. Un coup planifié, bien réfléchi, qui utilise des méthodes variées, allant des mesures économiques aux actes terroristes. Cependant, l'Iran refuse d'agir en retour, en disant « Non, nous ne développerons pas d'armes nucléaires, bien que l'Occident ne croit toujours pas. Pourquoi êtes-vous si mesurés ?» Cela fait partie d'un processus global, l'action d'Israël dans la bande de Gaza et la manière dont les États-Unis et Israël tuent nos commandants militaires et nos scientifiques par des méthodes terroristes en Iran ou en Irak. Ils justifient leurs actions en prétendant que nos gens représentaient un danger pour la région et étaient des terroristes. Si vous regardez comment Israël agit ces 14 à 15 derniers mois, dans la bande de Gaza et en Syrie, vous verrez qu'il ne respecte aucune loi internationale ni norme. Il mène des bombardements. Les États-Unis et l'Europe le défendent fermement. Aucune loi internationale ni norme juridique n'autorise des bombardements massifs et l'assassinat de civils innocents. Mais Israël le fait, et ceux qui parlent tant des droits de l'homme et de la démocratie ont montré que leurs paroles ne valent rien. Ce qui s'est passé sous les yeux du monde dans la bande de Gaza est un génocide. Le tribunal pénal international à La Haye a même condamné Israël et ses commandants. Mais les États-Unis et l'Europe continuent de les soutenir, leur permettant de poursuivre leurs crimes. Et lorsqu'ils siègent aux Nations Unies ou dans d'autres organisations internationales, ils parlent de droits de l'homme, de démocratie et de stabilité mondiale. Mais qui a créé l'instabilité dans la région et cherche ensuite la paix? Est-ce que c'est bien l'Iran? Montrez-nous les faits et les preuves que les Iraniens sont impliqués dans les attentats commis aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce qu'ils les ont commis ou ce sont des fantômes, des marionnettes qu'ils ont élevées? Le pouvoir est entre leurs mains, et la plupart des organisations internationales, par l'argent ou les menaces et sanctions, les obligent à accepter ce qu'ils disent. Aujourd'hui, ils essaient de convaincre le monde entier que l'Iran cherche à créer une bombe nucléaire. Notre leader suprême, notre politique, ainsi que nos convictions et notre foi sont fondées sur le fait que nous ne cherchons pas, n'avons pas cherché et ne chercherons pas à créer une bombe nucléaire.
Ils tentent d'imposer une phobie de l'Iran à la communauté mondiale. Quand je me suis présenté à la présidence, mes slogans étaient clairs. Nous travaillerons à la solidarité et à l'unité de l'Iran, et nous voulons entretenir des relations amicales avec nos voisins. Le jour même de mon investiture, ils ont tué notre invité par une attaque terroriste. Sur quelle base légale internationale avaient-ils ce droit? Qui les a protégés? Les États-Unis et l'Europe. Et lorsque les gens dans la bande de Gaza étaient privés d'accès à l'eau et à la nourriture, ils ont refusé de leur envoyer de l'aide humanitaire. Les États-Unis et l'Europe ont fermé les yeux. Je ne comprends pas comment ils peuvent convaincre le monde que l'Iran est la cause de l'instabilité, alors qu'Israël peut être un garant de la sécurité. Pour sa propre sécurité, Israël tue des femmes et des enfants. Lors de ces bombardements, il a tué environ 14 000 enfants, des écoliers. Est-ce ça, les droits de l'homme? Est-ce ça, leur courage? Regardez, si vous êtes un homme et que vous voulez vous battre, pourquoi vous souciez des femmes, des enfants et des blessés dans les hôpitaux? Pourquoi priver les civils d'accès à l'eau potable? Il est aussi important de noter que cela ne nous concerne pas seulement. Maintenant, ils essaient de créer une image différente de la Russie, car les médias sont entre leurs mains. Ils contrôlent également les relations bancaires et internationales. Ils ont un pouvoir considérable pour influencer et changer l'opinion publique. Mais si nous restons unis, si les pays qui aspirent à la liberté et à l'indépendance se tiennent ensemble et s'entraident, l'unipolarité et la tyrannie de l'Occident seront anéanties. Les dirigeants d'Israël se sont directement adressés au peuple iranien. Ils appellent de facto à renverser le pouvoir. L'Iran est souvent qualifié d'État antisémite, alors que dans l'histoire millénaire de son existence, l'Iran a sauvé les Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, si je comprends bien, les Juifs vivant en Iran ont leur propre voix au Parlement, et des synagogues qu'ils peuvent fréquenter. Alors, l'Iran est-il un État antisémite ou non? Croyez-vous cela? Le slogan que j'avais pendant les élections était précisément celui-ci. Nous ne nous opposons à personne. Nous sommes contre l'oppression et les crimes. Nous sommes contre les puissances qui pillent la richesse des pays pauvres et leur imposent leur volonté. D'après notre foi, toutes les religions viennent de Dieu. Et elles sont toutes respectées par nous, ainsi que leurs prophètes, messagers de Dieu. De la même manière que nous croyons en notre prophète, nous croyons aussi en Moïse et Jésus-Christ. Nous croyons en tous les prophètes. Comment pourrions-nous être antisémites alors que leur prophète est Moïse? Est-ce que nous pourrions avoir des problèmes avec les chrétiens à cause de leur prophète Jésus-Christ? Ils sont tous des messagers de Dieu, et le chemin qu'ils suivent pour adorer Dieu vient de Dieu lui-même. Nos divergences sont matérielles, il n'y a pas de lutte entre les religions. Tous les messagers sont venus dire qu'à part Dieu, personne ne doit être adoré. Il ne faut pas être prisonnier de la force, de l'hypocrisie, du mensonge. Chaque prophète le dit dans sa propre langue, mais tous disent la même chose. Justice, conscience, vérité, il n'y a rien d'autre. Dans les religions, nous devons nous traiter les uns les autres avec bonté. Quel était le message du Christ? La bonté et le pardon. Ceux qui prétendent être ses disciples doivent mettre cela en pratique dans leur vie et leurs actions. Lorsque nous disons au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, cela signifie miséricorde pour tous les gens, les musulmans et les non-musulmans, et même pour les incroyants. Nous devons tous nous traiter avec miséricorde et bonté. Certains, sous couvert de l'islam, se sont transformés en Daesh, certains sous couvert de l'islam tuent des gens, mais ils ne sont pas des musulmans. Si c'était de vrais musulmans, ils ne tueraient pas des gens, aucune religion n'autorise de violer les droits des autres. Nous sommes frères et amis avec les adeptes de toutes les religions et les considérons tous comme des croyants en Dieu et respectés. En Iran, ils ont tous leurs représentants au Parlement, ils vivent en Iran et ont tous les droits, et maintenant ils participent à la politique, prennent des décisions concernant les gens et leur avenir. En même temps, nous voyons comment, à vos frontières, ils tentent d'allumer la guerre. Comment évaluez-vous ces changements dans la région? Et quelles conséquences cela pourrait-il entraîner? La mission des combattants a été remplacée par une frappe. Parfois, la guerre commence lorsqu'une personne veut s'emparer de la terre d'autrui, sans aucun droit à cela, mais tout le monde ferme les yeux. Lorsque l'injustice augmente dans une société, par exemple, c'est ce qui est arrivé au gouvernement syrien, où il y avait des divergences avec son peuple, et je n'y étais pas. Mais voici comment j'analyse la situation. Je pars du principe qu'ils fermaient les yeux sur les droits de certaines personnes. Et ils sont devenus indifférents à certaines questions. Alors, les ennemis sont venus et ont fait tout ce qu'ils voulaient. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants, pères, chefs d'institution ou directeurs d'université, de faire en sorte que chacun, selon ses capacités, indépendamment de sa religion ou de sa foi, ait sa place et l'accepte. Si nous parvenons à cela, je pense que les guerres, les batailles et les effusions de sang seront exclues. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas être à leur place.
Ils veulent prendre des places qu'ils ne méritent pas. Et c'est ainsi qu'ils commencent à se battre. Et ceux qui perdent leur place commencent également à se battre, et ce combat continue. Mais quand il s'agit des problèmes de l'histoire, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont un passé impérial glorieux. Ceux qui sont objectivement des civilisations mondiales. Il est indéniable que l'Iran possède une histoire fantastique qui remonte profondément dans les siècles. La Syrie a été façonnée par les colonisateurs. Et il s'est avéré que le peuple n'a pas eu le temps de se sentir unifié. Ce que nous voyons maintenant, ce sont les débris des grandes civilisations mondiales. Mais comment interagir avec un système qui ne pense qu'en termes de banditisme, comme les anglo-saxons, dont la culture est construite exclusivement sur le pillage et le mépris des peuples qu'ils ont dépouillés? Le problème est que l'Occident, en particulier les puissances impérialistes, utilisent la guerre pour remodeler la région et contrôler ses ressources. Le pétrole, le gaz et d'autres minéraux sont des ressources stratégiques qu'ils veulent contrôler, mais ces ressources ne sont pas présentes en Afrique de la même manière. L'objectif est de diviser les peuples et de les pousser à se battre entre eux, ce qui permet à l'Occident d'exercer une domination et de poursuivre ses intérêts économiques. Quant aux sanctions imposées contre la Russie et l'Iran, elles sont une tentative de forcer ces pays à se soumettre à l'ordre mondial imposé par l'Occident. L'accusation de soutenir le terrorisme et de développer des armes nucléaires est utilisée comme justification pour ces pressions, mais ces accusations sont souvent des prétextes pour légitimer une politique d'ingérence et de domination. L'Iran est perçu comme dangereux pour l'Occident parce qu'il résiste à cette domination, cherche à maintenir sa souveraineté et ses intérêts dans la région, et rejette l'ordre mondial unipolaire imposé par les États-Unis et leurs alliés. L'Iran défend une vision alternative du monde, où les pays souverains ont le droit de prendre des décisions indépendantes sans ingérence extérieure pour eux. Nous ne faisons que dire que nous voulons vivre librement. Nous voulons rester libres. Nous ne voulons pas être les jouets de ceux qui, à l'autre bout du monde, veulent que se produise ce qu'ils désirent. Nous pensons que nous pouvons gérer notre pays nous-mêmes. Nous ne cherchons en aucun cas la guerre ni l'effusion de sang. Pas du tout. Cependant, Israël et les États-Unis, ceux qui tuent des civils, disent que nous violons les droits de l'homme. Et ceux qu'ils tuent ici, soudainement, ils deviennent des terroristes. Les réfugiés, les touristes, les femmes, les enfants, les malades, les personnes âgées, tous ceux qui meurent ne sont pas des terroristes. Qui peut vraiment croire cela? Que pensez-vous de ces propos? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir quel est votre avis. N'oubliez bien sûr pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.